Bonjour à chacun, bonjour à tous. Au vu du durcissement du mouvement de contestation et du dialogue de sourds entre les différentes parties, c'était une issue à ne pas écarter si on tient compte des contextes historiques du pays. Le Mali a franchi, et ceci depuis hier mardi, un pas de plus vers l'incertitude. La question sera posée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés en fin d'après-midi par des militaires qui avait déjà arrêté de nombreux ministres ainsi que le président du Parlement. Dans la matinée, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, les Maliens ont envahi les rues pour manifester et ont même fraternisé avec les militaires auteurs des tirs qui ont retenti ce mardi, puis des arrestations qui ont suivi. La CEDEAO, l'Union africaine puis l'ONU ont tour à tour donné de la voix pour appeler au respect de l'ordre constitutionnel et à la libération immédiate des personnalités arrêtées. Mais les militaires, qui visiblement avaient leur agenda, ont obtenu la démission cette nuit même du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la foulée, ils ont affirmé vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Sommes-nous en face d'un coup d'État bien planifié? Quelles raisons pourraient expliquer ce départ forcé du président malien? Quelle suite pourrait-on y prévoir aussi bien pour le Mali que pour la sous-région? Mali, coup d'État militaire, pour quelles conséquences? La question sera posée à nos invités du jour. Merci de nous rester fidèles. À nos côtés aujourd'hui, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Nous avons un troisième invité, Patrick Amon-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, avant de prendre vos premiers avis sur cette actualité très importante, nous allons suivre ensemble les propos du président IBK, propos tenus en plein milieu de nuit où il annonçait remettre sa démission. Suivons un extrait de cette propos. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci. Un appel donc à Dieu de la part du président IBK qui remet sa démission. Souleymane Hamzat, est-ce que nous sommes en face d'un coup d'État? Pur et dur. Pur et dur. Un coup d'État qui s'est fait dans les règles de l'art. Je suis pas un soldat. Un coup d'État, c'est déjà avoir les moyens, les hommes et la capacité d'action. Et les soldats qu'on a vus hier étaient de tous les corps. Toutes tendances confondues. La garde nationale, même si je pense que ça a été un exploit pour eux. Parce que ça s'est fait en quelques heures. Et ce que je salue, sans saluer le putsch lui-même, c'est qu'il n'y ait pas eu une fusion de ça. Et ça, c'est à noter. Voilà. Aimé Tchefa, des raisons valables qui pourraient expliquer, sinon justifier, ce qui se passe actuellement au Mali, rapidement. Merci. Je suis complètement en phase avec Souleymane Hamzat lorsqu'il nuance qu'il n'est pas pour le putsch, mais qu'il est pour ce qui est arrivé en septembre. Alors, on en a parlé depuis. Lorsqu'un gouvernement légitime est mis en place, c'est pour mettre en œuvre des politiques publiques, de sécurité, de santé, d'éducation, d'agriculture, de tout. En un mot, c'est pour travailler pour le développement. On ne peut pas, et c'est admissible,
d'exercer le pouvoir de l'État rien que pour siphonner les ressources, rien que pour amasser des montagnes d'argent pour sa famille, rien que pour mettre à l'abri des besoins soi-même et son entourage. C'est fini. De plus en plus, les peuples sont exigeants. De plus en plus, il faut comprendre que les fonctions politiques, au regard de leur caractère d'assumation, deviennent exigeantes. Et pour quiconque qui n'a pas cette logique, partout au monde, suivez mon regard, le Mali, la Biélorussie, donc même un pays occidental, fût-il de l'Est, de plus en plus les peuples sont exigeants. Le président Ibeka, vous le savez très bien, il lui a été reproché de ne pas prendre au sérieux les revendications des enseignants et ensuite des acteurs de la santé. Nous en étions quand il a été présenté, à tort ou à raison, je n'en sais rien, comme un expert en fraude électorale. Au départ, c'était une question liée à un vol d'une dizaine de députés. Et après, nous en sommes allés à une trentaine qu'il aurait passé par ce truchement pour mettre en place l'Assemblée nationale qu'il aurait souhaité en pleine Covid-19 sans qu'il ne fasse aucun signe ou aucun geste de compassion pour le leader de l'opposition Soumaïla Cissé qui a été enlevé en pleine campagne, qu'il passe par tout cela et l'aurait fait royalement valider par la Cour constitutionnelle, alors que les engagements pris au regard de l'eau potable à fournir au peuple malien et surtout de le protéger vis-à-vis du terrorisme et d'assurer l'intégrité territoriale du Mali à partir de Bamako en passant par Tombouctou, Kidal, Gao, Djenné et tout. Rien de tout cela réellement n'a été fait. Et lorsque cela n'a pas été fait, j'en parlais la fois dernière auprès de vos confrères, lorsque cela n'a pas été fait, on ne peut pas parler de mandat. Parce que quand vous prenez un véhicule, vous êtes dans un taxi, parce que vous avez un contrat avec le chauffeur qui doit vous conduire d'un point A à un point B, qu'il fume, qu'il boit, qu'il perd la vision au volant de son véhicule, qu'il ricane avec les passagers, ne tient compte de rien et que visiblement, vous vous rendez compte qu'il y aura un accident, vous n'allez pas le laisser faire parce que vous avez un contrat. Donc, la légitimité et la notion de mandat doivent se ramener à la volonté populaire. Sinon, c'est ce que nous sommes en train de voir. À tout moment, le peuple peut intervenir pour arrêter la saignée. Et figurez-vous, ces militaires ont reçu l'assentiment et l'ovation du peuple, si vous avez vu les images qui circulent. Justement. Donc c'est un coup d'État qui rencontre visiblement, je dis visiblement, l'adhésion du peuple malien et même des opposants du MS5. Patrick Amon-Poyon, la population est effectivement sortie communier avec les soldats mutins. Est-ce la matérialisation du ras-le-bol populaire, selon vous? Oui, au fait, je vous ai déjà dit que le président Ibeka est diplômé en sciences politiques. C'est déjà surprenant que quelqu'un qui est diplômé en sciences politiques puisse vivre ce que le président Ibeka a vécu. La deuxième chose, de façon, par principe, la communauté internationale et tout intellectuel que nous sommes, nous devons condamner ce coup de force. Mais cela étant, il est à reconnaître qu'au-delà de l'assentiment populaire, il y a le fait que le professionnalisme développé par ces gens qui réussit là où le président Ibeka a échoué. Parce qu'ils ont montré leur capacité à maîtriser l'armée, leur capacité à discipliner l'armée. Vous vous rappelez sur une émission sur Sika TV, je disais que le problème du terrorisme au Mali est un problème de politiciens imbriqués dans la hiérarchie militaire. Que si on pouvait laisser les soldats faire eux-mêmes leur job, les soldats maliens n'ont pas besoin de Barkhane et autres pour chasser le terrorisme du Mali, puisqu'ils ont eux seuls assumé la sécurité pendant longtemps. Bref, au-delà des condamnations de principe et au-delà du soutien populaire, je sais que la communauté internationale a compris qu'en réalité, nous avons en face des gens sérieux qui font un job sérieux qu'aucun policier malien n'a réussi à faire, et donc il va falloir compter avec eux.
tout en faisant en sorte que l'ordre constitutionnel retourne rapidement. Patrick Abampoyo, qu'est-ce qui vous donne l'assurance de ce que les militaires sont sérieux? On a vu des gens faire des putschs, venir promettre monts et merveilles, et puis au fil des jours et des semaines, distraire le peuple et essayer d'en profiter. Dans ce même Mali-là, par exemple, il y a quelques années. Je voudrais vous rappeler que nous avons eu un coup du genre au Niger, qui étaient aussi des officiers supérieurs de l'armée. Ils n'ont pas distrait le peuple. Ils n'ont pas distrait le peuple. De toutes les façons, ces gens qui sont arrivés ont une lecture de la situation nationale et internationale mieux que tout politicien malien. Dans leur comportement, dans leur débat, vous n'avez jamais appris un coup où il n'y a même pas eu un seul mort. Parce que vous avez appris ce coup d'État où non seulement il n'y a pas un seul mort, mais la situation sécuritaire du pays est intacte. Les différents corps de l'armée sont en ordre de bataille pour sécuriser le pays, pour sécuriser Bamako. Vous avez un coup d'État où il n'y a pas de désordre dans le pays? Non. Je crois que ces cas sont sérieux. Si on les encadre tout en mettant des lignes rouges, je crois qu'ils vont offrir au Mali ce que Ibeka a refusé d'offrir, c'est-à-dire une opportunité historique de reconstruire la nation malienne sur tous les plans. Là, il n'y a plus de nation malienne depuis longtemps. Et c'est pourquoi je disais à ceux qui font des comparaisons par rapport aux autres pays, nous n'avons aucun pays de la sous-région qui a les symptômes du Mali. Aujourd'hui, l'école du Mali est en panne, la santé malienne est en panne, il n'y a pas de gouvernement. Le Parlement n'est pas un Parlement en tant que tel. Dites-moi, qu'est-ce qui fonctionne au Mali? Et c'est l'un des rares pays au monde où nous avons tous ces symptômes-là. À ne pas comparer avec un autre pays. Et c'est l'un des rares pays où on peut faire un coup d'État à un président en exercice et il n'y a aucune force pour le défendre, il n'y a aucun soldat pour le défendre. Ça montre le chaos dans lequel on était. Effectivement vrai que la garde républicaine, chargée de sécuriser le chef de l'État, n'a pas opposé de résistance lorsque les soldats mutins sont venus pour chercher le chef de l'État, le premier Toubou Cissé. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Cela traduit déjà le fait que, en premier, le président Ibeka même a émis, n'est-ce pas, le vœu de ne pas voir couler du sang sur le territoire. C'est un message assez fort pour un chef d'État qui se sent évincé du pouvoir. Il a pris toute la responsabilité sur lui de ne pas laisser sa garde riposter. Et cela a dû même favoriser les choses. Quand vous voyez le contingent qui est allé sur son domicile, je crois que c'est un contingent pour en découdre. Et partant de ce fait, je reviens à cette analyse qui dit ceci. Les militaires ont certainement pris le pouvoir. Ils ont des ambitions pour le pays. Mais je vous dirais que la communauté, moi je l'appelle dite internationale, puisse avoir un droit de regard sur le comportement de ces soldats-là, qui après tout sont des citoyens à part entière. Parce que j'ai dit ici sur ce plateau qu'il faut souvent éviter de voir les militaires dans la posture de gens qui ne défendent que le territoire, qui ne sont formés que pour ça, et qui ne font que ça, et qui ne doivent que faire que ça. C'est extrêmement dangereux pour le futur. Je pense que quelques semaines après avoir évoqué cette hypothèse, le maréchal El-Sisi de l'Égypte a pensé à résoudre chez lui cet amalgame. Donc la constitution égyptienne aujourd'hui autorise les militaires à se présenter à des fonctions politiques. Ce sont des citoyens à part entière. Il est hors de question, et c'est mon avis, ça n'engage que moi, de considérer des militaires comme étant des citoyens de seconde zone. Je vous ai dit aussi sur ce plateau que quand ça commence par tirer, il n'y a ni ministre des Affaires étrangères, ni personne qui parle. Quoi qu'on en dise, il revient à nos chefs d'État de savoir prendre des dispositions pour mieux gérer la nation. La nation leur a confié un pouvoir, le peuple leur a confié leur fauteuil. Ils ne sont pas rois ou maîtres de ces fauteuils-là. Ils sont là pour servir cette nation. Et refuser de servir cette nation retournerait à ce dicton du président Thomas Sankara qui disait
Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Alors, Aimé Tchefa, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec l'assertion qui veut que le militaire soit citoyen à part entière, capable, malgré ses attributs de militaire, d'aller sur le terrain politique? Non, au fond, ne faisons pas d'amalgame sur des choses qui, à mon avis, sont très simples. Il y a ce qu'on appelle, dans tout pays du monde, une organisation républicaine qui fait que chacun, à travers le corps de métier auquel il appartient, a des prérogatives et donc a des fonctions. Et au regard donc de votre statut, vous avez des rôles à jouer. Personne n'a dit que les militaires ne sont pas citoyens. Si vous voulez, à mon avis, ils sont même citoyens plus que quiconque. Parce que lorsque moi je dors tranquillement chez moi, c'est parce que quelqu'un tient les armes et assure ma sécurité. Lorsque je peux aller où je veux, quand je veux, dans mon pays, c'est parce que quelqu'un a prêté serment pour me protéger des peuples ennemis et même de ceux qui, à l'intérieur, seront des dissidents. En cela, franchement, ils sont citoyens et il faut les remercier. Personne n'a non plus dit qu'ils n'ont pas le droit de se porter candidat à des fonctions purement politiques. S'ils veulent le faire, c'est qu'ils se débarrassent du package républicain qui est le leur en démissionnant d'abord de leurs fonctions militaires. Et s'ils sont élus, il y a des pays où il y a des militaires qui sont élus. Écoutez, le général Fernand Moussou a été candidat au Bénin. Le général François Kouyami a été candidat au Bénin. Et pour ceux qui savent comment on forme les militaires, surtout, bien sûr, pas en fonction. Surtout les grands officiers supérieurs, ils sont formés pour gérer des hommes. Ils sont formés comme des énarques pour être de grands administrateurs à tous les postes. Quand vous prenez un militaire qui ne prend pas Britannique militaire de Bembereke, qui a une école d'excellence au Bénin par exemple, où on a les mêmes écoles d'excellence un peu partout. Quand on vous parle de Saint-Cyr, ils sont de grands officiers, ce sont des génies. Ce n'est pas cela qui est remis en cause. Et c'est fait ainsi pourquoi, si vous permettez à des hommes qui ont des armes de dire je suis candidat, pendant qu'ils sont en fonction, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser cette force-là pour soumettre le peuple. Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est que ça. Allez-y. Sinon, dites-moi, pourquoi on va dire, quand vous êtes un militaire en fonction et que vous voulez être candidat, préalablement prenez la peine de démissionner de vos fonctions? Regardez les États-Unis, ils ont été dirigés par plusieurs militaires, le général Eisenhower, et on salue leur mérite et le travail qu'ils font. C'est que les deux ne sont pas associables. Le président de la République ou le patron de l'exécutif se trouve être le magistrat suprême du pays et le chef suprême des armées. Cela signifie donc que, à travers même ses fonctions régaliennes à lui confier, il est considéré comme un militaire. Mais qu'il soit cela et que la République soit bâtie comme cela et que c'est une République de force militaire, là ça pose un coup à la souveraineté de l'État et à une république démocratique pouvant fonctionner avec n'importe qui. Voilà, votre avis est clair. Patrick Amon-Poyon, un avis sur cette dissociation, je dirais, parce que visiblement, certains estiment que le militaire peut participer à tout dans la République, malgré sa touche de militaire. Les avis sont opposés sur le plateau. Quel est votre avis à vous? Non, au fait, par rapport à cette question de est-ce que les militaires doivent faire la politique et tout ça, moi je pense que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Ils ne sont pas sur le point de faire la politique, non. Et on ne va pas leur permettre de faire la politique. On n'a pas à leur permettre de faire la politique. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est même pas c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ils ne doivent pas faire la politique. Ils sont dans leur vie. La nation est engagée, l'armée est sortie pour mettre la nation hors de danger. Maintenant, il revient à la classe civile de s'organiser pour continuer. Si ce n'est pas le cas, là, il y a problème. Donc, ils n'ont pas fait la politique. Ils n'ont pas du tout à faire la politique. Il faut que cette ligne soit claire, démarquée clairement. Ils peuvent occuper le ministère de la Défense et ils ont bien montré qu'ils en ont les compétences, mais ils ne peuvent pas faire la politique.
Ça là, il faut exclure ça totalement parce que ça ne peut pas faire du bien au Mali, ni à eux-mêmes, ni à la nation malienne. Ils ont fait leur devoir de soldats de venir au secours de la nation lorsqu'on était bloqué. Maintenant, il le revient avec l'aide des forces sociales et de la communauté nationale de faire en sorte que les civils reprennent la transition même la transition doit être civile, eux puis l'ont dit, la transition doit être civile et militaire. Voilà, Patrick Abampoyon. Alors, plus de 3 heures après l'annonce par le président Ibeka de sa démission, des hommes en uniforme sont donc apparus à la télévision nationale malienne. Nous allons suivre un extrait du porte-parole des militaires qui s'est donc prononcé sur leur projet, leur vision pour les prochains jours, les prochaines semaines au Mali. Nous allons suivre un court extrait et revenir. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Certes, ce jour 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. Souleymane Hamzat, qui dirige ce putsch militaire-là, selon vous? Les soldats. Il n'y a que des soldats pour diriger un putsch, pas des civils. Il faut des soldats bien aguerris, bien entraînés, avec un savoir assez pointu pour diriger un putsch. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Vous n'appelez pas ça un putsch quand même. C'était un cinéma. Ces officiers maliens, en dehors même du fait que ce discours-là est plaisant pour la classe politique malienne, d'ailleurs, qui est d'ailleurs invité au débat, ces soldats-là ont un savoir assez pointu. Et ils l'ont démontré à travers les actes qu'ils ont posés hier. Dans un coup d'État, il peut y avoir des dérives, mais au-delà de ce que vous pouvez penser. Je sais de quoi je parle. Hein. Vous vous retrouvez très vite dans des scénarios catastrophes. Où c'est que vous... Mais regardez ce qui s'est passé après le coup. Il a suffi, et c'était le cas aussi de la Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, qu'une fois le président pris, qu'on n'ait pas mis une tenaille sécuritaire autour de son domicile. Chez lui, oui, ça s'est fait chez Ibeka, mais chez son fils, vous avez suivi les pillages qui s'en sont suivis. Et on a même vu des gens sortir avec des brosses à dents. Donc, ça participe aussi de l'incivisme. Et si dans la préparation du coup, il n'y a pas des unités spécialisées pour le maintien de l'ordre après l'acte, mais souffrez que ça aille dans tous les sens. Mais Tchefa, dans ces cas-là, n'est-il pas plutôt conseillé d'oublier complètement les coups de force et les putschs militaires? En fait, c'est l'idéal. Écoutez, personne ne voudrait se retrouver dans cette situation. Personne. Et je le disais à l'entame, c'est le fait de rester sourd à tout et d'oublier ce pourquoi on est élu qui conduit à cela. Sinon, dites-moi, aller chercher une brosse à dents chez quelqu'un, c'est un indicateur de ce que tout va mal. C'est un indicateur de ce qu'on n'a plus d'espoir. C'est un indicateur que la faim a assailli ces gens-là et les a chassés de leur domicile. Alors, lorsqu'on est dans des conditions comme cela, où les militaires ont réussi, Souleymane Hamzat l'a dit, et ce qu'il a dit est très clair, c'est sans commentaire, lorsque l'armée réussit à canaliser les ardeurs, à faire en sorte qu'il n'y ait point effusion de sang, et déjà dit, l'armée dit, ils ont dit, on a entendu, qu'il y aura une transition civile pour que le pouvoir soit remis aux civils. J'espère qu'ils vont tenir parole parce qu'on en a vu aussi. Hein. On a vu le Dadis Camara ici, on a vu Moussa Dadis Camara ici, on a vu ce que ça a donné. Il est très facile, dans l'effervescence, de prendre des engagements rapidement, et de dire on fera ci, on fera ça.
Mais quand on démarre, il y a toujours les contraintes liées à l'exercice du pouvoir. Et s'ils tombent dans ce piège, ils auront la planète tout entière retournée contre eux. Alors le pouvoir qu'ils ont pris et le fait d'être porté en héros par le peuple ne leur servira plus à rien. J'espère vivement que l'armée malienne est une armée responsable, correcte et sérieuse et que ces gens de dérive n'interviendront pas dans le processus. Voilà. Patrick Amampoyo, la mutinerie est partie de la garnison de Kati, comme celle jadis du même type de mouvement conduit par Amadou Haya Sanogo. Est-ce que les deux situations sont similaires aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout alors. Pas du tout alors. Ah non, permettez-moi de peu, c'était un groupe de voyous qui avait fait le coup de ATT, hein. Ah non, pas du tout alors. Pas du tout. Et c'est pas quand sur ce plateau on parle de ces hommes-là avec des si. Non. Lisez leur profil. Lisez leur profil. Toute la nuit, j'ai passé tout le temps à vérifier le profil de ceux qui sont là. Ce n'est pas des aventuriers. Ce n'est pas des gens qui découvrent le pouvoir. Ce n'est pas des instructeurs de l'armée. C'est des instructeurs de l'armée. Et dites-moi, lorsque des gens arrivent à préparer un coup, de manière à ce que presque tous les chefs d'état-major adjoints de l'armée sont dans le coup, et les deux généraux fatigués ne sont pas au courant, il y a problème. Il y a problème que l'information circule dans l'armée et qu'aucun officier supérieur ne sache que quelque chose se prépare. Les amis, ce n'est pas des aventuriers, ce n'est pas un coup fait à la rate, ce n'est pas un hasard. C'est une préparation, une synergie. Et vous voyez, le pays est plus calme que sous la présidence d'un président de la République. Le pays est calme. Il n'y a pas d'attaque terroriste nulle part. Ils ont une synchronisation. Autant d'activités, je vous rappelez-vous, il s'est fait que ce coup-là a fait que rapidement, les terroristes ont pris Kidal, ont pris Gao, ont pris Tombouctou en quelques jours. Alors que là, rien ne bouge. L'armée est debout pour sécuriser le pays. L'armée est disciplinée. Donc, nous n'avons pas affaire des aventuriers. Et ne parlez pas d'eux en termes de si. Ils connaissent les lignes rouges. Leur déclaration, leur manière de travailler montre qu'il n'y a aucune précipitation. Il n'y a aucune aventure. Et donc, il faut les prendre très au sérieux. C'est des personnes qui ont étudié papier. C'est des intellectuels. Au temps de Sanogo, c'était des soldats qui n'ont pas étudié papier. Donc, vraiment, là-dessus, ne comparez pas du tout. Comparez ça plutôt à ce qui s'est passé au Niger. Au Niger, qui ont respecté l'engagement, et c'est ça. Et ils promettent même mieux qu'au Niger. Ils disent la transition même sera civile. Et ils ont eu l'intelligence de dire elle ne sera pas politique, elle sera faite par la société civile afin d'avoir un gouvernement de mission pour toiletter les tests. Faire en sorte que mais cela n'arrive. Donc vraiment, au sérieux, accompagnons-les et faisons en sorte qu'ils ne quittent pas leur domaine de prédilection, mais ne parlons pas d'eux en termes de si, ne parlons pas d'eux en termes de sous-entendu. C'est des personnes responsables, c'est des militaires qui ont le pouvoir, qui ont des aventuriers qui ont besoin d'argent ou de pouvoir. Alors, Souleymane Hamdate, avec la communauté internationale, a donc condamné unanimement ce qui se passe en ce moment au Mali. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à la libération immédiate et sans condition du désormais ex-président malien au rétablissement immédiat également de l'ordre constitutionnel. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jour même en urgence à la demande de la France et du Niger. Le Niger qui préside la CEDEAO actuellement. La CEDEAO qui d'ailleurs a décidé de suspendre le Mali de tous ses organes et ainsi que de suspendre tout type d'échange avec le Mali et de fermer les frontières limitrophes au pays. Je voudrais en 2 secondes appuyer ce que Coach Pouyon vient de dire, en ce sens-là que ceux qui ont fait le coup de Sanogo étaient des sous-officiers. Il y a une différence entre ceux qui sont des formateurs et ceux qui sont des apprentis militaires. J'appelle ça comme ça. Et si je voulais lever cet équivoque-là pour dire que ceux qui sont là savent réellement là où ils vont. Pour revenir aux sanctions, aux réunions de l'ONU, la CEDEAO, tout ce qui s'est dit hier, franchement, j'ai comme l'impression d'assister à des médecins qui viennent à la dernière minute.
La CEDEAO est impliquée dans le processus depuis le début. Ah oui, mais On ne peut pas la traiter Depuis quand? Depuis le début. Ah non, pas du tout. Ça fait des mois que la CEDEAO est impliquée. On ne va pas reprocher à la CEDEAO d'être médecin après la mort. Permettez que je vous dise. La CEDEAO est réellement rentrée dans la danse après notre émission. Sur le Mali. Ici, parlant de l'imam Diko. Admettons. Réellement rentré en danse. C'est en ce moment-là qu'on a vu des initiatives prises. Mais souffrez que je vous dise, quand un peuple est en difficulté, je prends le cas du Mali, je ne sors pas du Mali. Quand le chef de l'État tire sur son peuple, soi-disant il veut ramener de l'ordre, quand le peuple n'a pas de quoi manger, il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner les gens, une armée qui est en pleine déliquescence, un territoire qui est carrément partagé à volonté, vous trouvez normal que des citoyens se taisent par rapport à ça? Et que pendant ce temps, la communauté qui est dite internationale reste dans son coin parce qu'elle veut favoriser un camp ou un autre? Vous avez vu quelle a été la position de la CEDEAO, hein? Vous avez vu quelle a été la réplique automatique du M5 sur les propos de la CEDEAO. Alors, nous sommes devant le fait accompli. Les militaires ont repris les choses en marche. À mon avis, la CEDEAO ferait mieux de les accompagner à trouver les solutions pour rendre rapidement le pouvoir civil que de chercher à tenailler le pays. Vous pensez que c'est d'abord, quels sont les moyens que vous avez pour vérifier si un État comme le Mali, où les terroristes rentrent à volonté, peut être vraiment coordonné du point de vue des sanctions? C'est une vue de l'esprit. Mais il ne faut pas s'asseoir. Écoutez, je suis très amer par rapport à ces institutions-là. N'agissez pas en dernier moment. Prenez sur vous, dès qu'il y a la petite incidentelle, d'aller tout de suite, de faire des propositions, mais de calmer les ardeurs. Il a été noté, et ça a été toujours de toute histoire de l'Union africaine, en passant par la CEDEAO, en venant je ne sais pas où, il a été toujours d'habitude d'attendre brûler avant de venir jouer les sapeurs-pompiers. C'est terminé ça. Ce bordel-là est terminé. Et qui se regarde leurs sanctions. Ceux qui se réunissent à l'ONU, franchement, l'ONU et l'Afrique, il y a des kilomètres. C'est nous qui souffrons, c'est pas eux. M. Tchefa, votre avis sur la position de la communauté internationale, la CEDEAO, qui donc décide de suspendre le Mali avec effet immédiat et probablement des sanctions qui vont tomber sur les militaires putschistes et leur soutien. Patrick Amampouillon utilisait depuis le début de l'émission une expression qu'on ne considérait pas depuis là. Il parle de condamnation de principe. C'est-à-dire que par principe, ils vous diront, on n'est pas d'accord, nous condamnons. Mais en dehors de cela, il y a les faits. Là, je rejoins quelque peu Souleymane. Quand les enfants maliens ne vont pas à l'école, ce n'est pas la communauté internationale qui en pâtit. Quand le Malien est malade et n'a pas d'hôpital pour se soigner, ce n'est pas l'Union européenne qui fait les frais. Quand l'agriculteur malien n'a pas l'accompagnement nécessaire pour mettre en œuvre son savoir-faire en vue de nourrir son peuple, ce ne sont pas les États-Unis qui en reçoivent le coût. Donc, ces institutions qui, au fond, savent et comprennent très bien les dynamiques internes et locales propres à chaque pays, disons, s'alignent de façon rituelique et ont des réactions telles qu'on sait et là où on les attend. Et c'est ça la condamnation de principe dont parle Amampouillon. Et puis dans le jargon diplomatique, c'est aussi l'expression qui est utilisée maintenant. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on parle de village planétaire. Il n'y a aucun État dessouché complètement des autres. Et on ne peut pas aussi dire que la CEDEAO n'a rien fait du tout, même sur d'autres chantiers. Souvenez-vous de la Gambie, c'est la CEDEAO qui a cherché Yaya Jammeh. Et ces institutions ne sont toujours pas restées tranquilles. Et même la communauté internationale, vous n'êtes pas sans le savoir aussi, au Niger et au Mali, on a encore le MINUSMA qui est là. Donc la communauté internationale n'est pas restée
tout le temps dans son coin pour observer le Mali. N'oublions pas le droit de non-ingérence. Est-ce que la France ou les États-Unis ont la possibilité de dire « Ibeka, nous te rasons » ou bien on fait ci? Ils n'ont pas cette possibilité. C'est un problème malo-malien. C'est un problème à l'interne du Mali. Et ces institutions-là, à travers n'importe quelle représentation diplomatique, ne peuvent que jouer la carte d'observance du droit de non-ingérence. Et aucune de ces institutions ne dira qu'ils soutiennent les putschistes ou les militaires. Aucune. Ce qu'il y a à faire, et là je prends cette portion dans l'intervention de Souleymane Hamzat, en fait, c'est de discuter avec eux. Vous savez Ils n'ont pas le choix. Vous savez que le pouvoir n'est pas à vous. Alors, quelle est la feuille de route pour qu'on sorte rapidement de cette affaire? Je crois que oui, ils peuvent le faire. Parce que, qu'on le veuille ou non, la junte qui est là aujourd'hui, c'est elle qui est là. Mais qui doit organiser. Faire en sorte que rapidement le Mali soit mis sur les rails démocratiques pour que l'exercice du pouvoir soit détaché de tout soupçon ou de tout souillure ou de bavure liée à l'armée. Si cela est fait, je ne vois pas. Maintenant, je voudrais finir en disant que, n'étant pas Dieu et ne sachant pas ce qui pourrait se passer demain, je ne peux que dire si. Le raisonnement avec ici ne veut pas dire qu'on ne leur donne pas la présomption d'innocence. Dans le même temps, il ne faut pas se mettre dans la posture de leur chef. Même leur chef là. Ismaël Ouagé ne peut pas dire qu'il sait ce qui va se passer demain. Non, il faut aller avec circonspection. Si nous nous mettons trop dans l'euphorie et qu'il y a des dérapages, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est parce qu'on ne sait pas tout ce qui va arriver, d'accord, qu'il ne faut pas oublier le fait hypothétique et les suppositions critiques et dire, si tout allait bien, on aura tel résultat. Parler en ces termes, c'est simplement pour dire nous sommes des humains, nous ne sommes pas Dieu et nous souhaitons vivement que tout aille bien. On sait que ceux qui sont là sont des professionnels et j'ai rappelé un peu comment ils sont formés et leurs capacités. Patrick Amon-Poyon, les chefs d'État, membres de la CEDEAO en quête de troisième mandat, doivent-ils s'inquiéter de ce qui se passe au Mali? Déjà, je voudrais dire, avant de répondre à cette question, que vous savez, ce qui se passe au Mali est encadré même avant la démission de Amadou Toumaï, avant la démission de Ibeka. C'est-à-dire que le débat sur le plateau se fait comme si c'est maintenant que la CEDEAO vient et va parler. Non, la CEDEAO était là avant que le président Ibeka ne se rende. La CEDEAO est là quand les communiqués sortent. La CEDEAO est là. Les États-Unis sont là. L'Union européenne est là. Ils sont déjà en discussion de chaque point, chaque étape. Ce n'est pas un coup d'État qui a surpris les gens et maintenant on va se mettre à trouver des solutions. Non, tout ça là, au moment où ça a commencé, toutes les chancelleries internationales ont déjà pris langue avec eux depuis avant la démission. Donc tout ce hier, nous ne sommes pas dans une situation où des militaires prennent le pouvoir et maintenant on veut discuter avec eux. La condamnation de principe est passée. Maintenant, vous avez constaté que le Conseil de sécurité n'a pas été convoqué immédiatement. Elle a été convoquée 48 heures après. C'est pour qu'on finisse d'abord un certain nombre de choses. Et après ça, on ira rendre compte là-bas pour valider. Donc bref, sachez une chose, ce coup-là, c'est l'un des coups les plus millimétrés, les plus organisés, les plus structurés, les plus accompagnés, les plus encadrés que vous pouvez avoir au plan mondial. Cela étant, les chefs d'État qui sont en quête de troisième mandat doivent comprendre ceci. Non pas qu'ils ont la même situation, mais évitons d'être têtus et écoutons une partie du peuple, même si ce n'est pas tout le peuple, écoutons les autres. On est président de la République pour tout le peuple. On n'est pas président de la République pour un camp. Donc, il est important que les chefs d'État, rappelez-vous, si vous prenez la dernière émission SICA TV sur le Mali, le président Ibeka aurait appliqué cette émission, il serait encore président aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on a dit dans cette émission qu'on lui a demandé, que les gens lui ont demandé de faire. Il n'a pas voulu écouter, il a voulu écouter ces gens, mais où sont ces gens aujourd'hui pour le protéger? Où sont ceux qui l'encourageaient à tenir bon, à tenir tête, à tenir ceci? Maintenant, on me dit sur ce plateau que le président Ibeka veut éviter qu'une seule goutte ne coule, mais il n'a pas évité ça. Quand les marches sont, il y avait marche, il a sorti les soldats pour tuer. Donc ne me dites pas que c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des sangs coulés qu'il a décidé de se rendre. Non, c'est parce qu'il a compris qu'en face, c'est gâté. Donc bref,
c'est important que nous puissions comprendre que tout le monde doit tirer des leçons de ça. Ce n'est pas les chefs d'État seulement, hein. Nous-mêmes individus, déjà dans nos foyers, afin de jouer chef de famille, c'est moi j'ai toujours raison. Ma femme n'aura jamais raison. Mes enfants n'auront jamais raison. Tout. Parce qu'on est très prompt à donner des leçons aux autres, mais nous-mêmes, dans notre façon de gérer notre famille, dans notre façon de gérer nos entreprises, dans notre façon de gérer ici, personnellement, j'ai payé une entreprise au Mali simplement parce que j'ai voulu licencier une dizaine de personnes. Tout le monde me dit de ne pas faire. Je me suis entêté, j'ai fait. Ça a créé toute la chute de l'entreprise qui a disparu. Donc, bref, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à l'intention des chefs d'État, mais à l'intention de nous tous, qui avons une part de responsabilité, sachons avoir raison garder et sachons utiliser le pouvoir du président pour que ça ne nous retourne pas la figure demain. Monsieur Namzat, votre avis sur la question qui concerne l'après. Quel enseignement pour les autres chefs d'État de la région? Quel enseignement pour l'Afrique en général? Il est historiquement reconnu que nos chefs d'État ne tirent jamais leçon de ce qui leur arrive. Souffrez que je vous dise ces trucs-là. Ils ne tirent jamais leçon. Ils sont dans ce mal perpétuel. Ils ne tireront jamais leçon de ça. Ce qui s'est passé au Mali, là, il n'y a personne qui tirera leçon de ça. Ils sont accrochés au pouvoir comme si c'était un bien personnel. On a vu des emails, on a vu des échanges. Vous savez que quand les militaires sont allés vers le fils du président malien, il y a eu un portable qui a été saisi. Je ne vous dis pas quel a été le contenu. Je ne vous dirai pas ça ici. Cherchez, vous trouverez. Mais c'est gravissime. Ce qui se dit là... Mais attendez, comment se fait-il qu'on peut accepter quand notre chef d'État s'immisce? Quand on parle de non-ingérence, voilà un cas de flagrant délit d'ingérence. Et mieux, quand il y a ces genres d'attitudes où vous voyez que l'armée devient le dernier rempart pour rétablir la légalité constitutionnelle alors qu'ils n'en ont pas le droit, c'est déplorable pour nous autres qui aspirons à la démocratie. Je dis bien qui aspirons. Parce que pour moi, je vous ai toujours dit, la démocratie telle qu'elle est appliquée en Afrique, pour moi, c'est une vue de l'esprit. Il va falloir changer les mentalités. Et partant, voir le cadre qu'il faut pour que l'Afrique se crée sa propre voie. Mais on ne peut pas continuer à rentrer dans les éternels scénarios de coup d'État. Mais si ça devait arriver, et je le dis à haute et intelligible voix, si telle est la solution, alors que cela s'applique. Des conseils pour les chefs d'État? Non, en général, c'est vrai. Quand quelque chose arrive de la trempe de ce que nous voyons au Mali, là, en Afrique, les autres chefs d'État, tout ce qu'ils tirent comme leçon, c'est comment faire pour bien maintenir leur pouvoir. C'est comment faire pour changer la garde républicaine, et puis s'il faut convoquer d'autres soldats ailleurs, et tout, c'est ça. Or, la leçon à tirer, et qui est très simple à mon avis, vous êtes élu pour quelque chose, faites-le. Et le faisant, vous avez déjà un salaire, contentez-vous de cela. Vous avez des avantages, contentez-vous de cela. Et étant donné que vous avez appris un métier et dont vous avez toujours vécu avant de devenir président de la République, mettez cela dans votre esprit que c'est une fonction de service. On est là pour servir et pas plus. Pas pour se servir et pas pour asservir, mais plutôt pour servir. J'espère vivement que ceux qui aspirent à un troisième mandat en tripatouillant leur constitution, les dynasties politiques de père en fils qui se maintiennent au pouvoir, tôt ou tard, à leur dépens, ils vont en apprendre, parce que je soutiens au moins l'idée du président Gbagbo comme quoi le fauteuil présidentiel qui apparemment est sans propriétaire en a un qui est le peuple. Voilà. Patrick Amopoyon, rapidement, quelques secondes, mot de fin. Non, je voudrais simplement dire qu'un coup d'État, en principe, amène le désordre. Voilà un coup d'État qui amène de l'ordre, encadrant pour que ça reste dans l'ordre. Voilà.
Merci beaucoup. Vous êtes Patrick Amon-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, métier face sociologue, expert en stratégie de développement, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, sur des questions de protection et de sécurité. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour notre numéro de Rôle de Vue.